Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition. On commence tout de suite par les actualités économiques où le président de la République, Andry Rajoelina, a tenu ce jour à Yavlou une réunion avec les partenaires techniques et financiers. C'était l'occasion de faire une rétrospective des accords passés et d'améliorer les futures collaborations. Judikel Rangenerin, Andra Zanjabe. Les partenaires techniques et financiers de Madagascar ont réitéré leur volonté de poursuivre leur collaboration avec le pays. C'est ce qui a été discuté lors de la réunion dirigée par le président de la République, Andry Rajoelina, avec ces derniers ce matin à Yavlou. C'est vraiment important et essentiel pour nous d'établir notre relation basée sur le dialogue et les échanges. Je tiens à partager avec vous ce que nous avons, parce qu'il y a des ambassadeurs, des représentants, des partenaires techniques et financiers qui vont bientôt quitter le pays. D'autres vont arriver également. Et c'est pour cette raison que je tiens personnellement à remercier tout un chacun de vous qui, pour vos engagements personnels et les efforts qui ont été déployés également pour soutenir les efforts de l'État malagasy. Lors de cette rencontre, le président de la République a soutenu que durant ces 4 dernières années, le gouvernement a opté pour la politique de proximité. Les infrastructures construites dans toute l'île en sont la preuve selon lui. Il s'agit entre autres de construction de plus de 4000 écoles publiques, 15 universités, 104 CSB2, 28 hôpitaux Manarapench, mais également la construction des tribunaux de première instance et les bases opérationnelles pour renforcer la sécurité. Cette réunion a également été l'occasion pour discuter des futures contributions de ses partenaires. Et on revient à la célébration du 26 juin qui a été un succès. Les Malagasy ont fait la fête comme il se doit. En effet, le 26 juin est l'unique date de la fête de l'indépendance. Le point avec Sai Sylvain. Hier fut le 5e 26 juin du mandat du président de la République, Andry Rajoelina. Célébration durant laquelle on a pu constater que les Malagasy n'ont pas écouté les opposants. En effet, en début juin, pour marquer la fête nationale, les foyers devaient arborer les couleurs du drapeau national. Les opposants, eux, ont incité les Malagasy à hisser le drapeau blanc. Voyant que la population ne les a pas suivis, les opposants ont lancé un appel à la désobéissance de l'armée et ainsi de n'exécuter aucun ordre émanant du président de la République. Une fois de plus, cela a échoué. D'ailleurs, on l'a entendu hier que l'armée est prête à servir la nation, une déclaration synonyme de patriotisme et d'unité. Voir les Malagasy faire la fête durant les 25 et 26 juin était une déception pour les opposants. Les Malagasy ont démontré leur unité. Toujours dans ce contexte, 6 sur les 12 accidents de circulation enregistrés lors de la célébration de la fête nationale ont été dus à l'alcool. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée d'après le commissariat central. Par ailleurs, 52 personnes ont été interpellées par la police dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Félène Arakutarsoul. Les festivités, dans le cadre de la célébration du 26 juin, se sont déroulées dans le calme. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée selon le bilan de la police nationale. Par ailleurs, 11 sur les 12 accidents étaient des accidents corporels et 6 de ces accidents étaient liés à la consommation d'alcool au volant. Concernant l'insécurité, 52 personnes ont été interpellées par la police, 32 n'avaient pas en leur possession leur carte d'identité nationale. Et puis 225 personnes sont venues aux urgences de l'HGRA les 25 et 26 juin. 56 parmi elles ont été hospitalisées. Une personne est décédée à l'hôpital. 3 sont morts alors qu'ils allaient rejoindre l'hôpital. 25 ont été hospitalisés à cause de l'alcool, 16 pour accident domestique, 11 pour accident de circulation et 24 pour diverses raisons. Du côté de la réanimation, 5 y ont été pour coma éthylique, 2 à cause d'intoxication alimentaire et 11 pour diverses maladies.
Dans les actualités également, la semaine des filets sociaux de sécurité se tiendra à Antananarive du 6 au 8 juillet prochain. Cet événement vise à faire connaître au grand public les programmes de filets sociaux de sécurité mis en œuvre dans la capitale. Rappelant qu'Antananarive bénéficie de plusieurs filets sociaux de sécurité qui visent à soutenir les familles les plus vulnérables et à les accompagner vers un mieux-être durable. Nyarvulet Braz de Nilsson. Analamang est l'une des 15 régions bénéficiaires de filets sociaux de sécurité ou FSS. 4 programmes majeurs sont mis en œuvre à Antananarive, dont les filets sociaux productifs, les filets sociaux urbains, le transfert monétaire pour le développement humain, ainsi que l'argent contre travail, d'après Rivman Gisbert, directeur général de la protection sociale auprès du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme. Les FSS ont pour objectif de fournir un soutien aux revenus des familles vulnérables afin de stimuler la consommation, la sécurité alimentaire, le capital humain, mais également inciter les enfants à aller à l'école et promouvoir la création d'entreprises. Pendant les 3 jours de la semaine des FSS à Antananarive, diverses activités se rapportant sur les filets sociaux de sécurité mises en œuvre à Antananarive seront prévues, comme la visite auprès des bénéficiaires, les conférences débats, mais également une exposition à l'hôtel de ville à Nalakeli du 6 au 8 juillet prochain. Il convient de noter que le projet FSS, exécuté par le gouvernement malagasy par le biais du ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme, mis en œuvre par le Fonds d'intervention pour le développement et financé par la Banque mondiale, sera clôturé le mois de juillet prochain. Depuis 2016, près de 1 500 000 personnes ont pu bénéficier de filets sociaux de sécurité, soit près de 10% des ménages malagasy. Le but pour le prochain projet, qui débutera au mois de septembre de cette année, est d'étendre les zones d'intervention dans les 23 régions de Madagascar. Et faisant suite au litige entre les habitants d'Ambourpouts et l'église catholique des lieux, des bruits ont couru selon lesquels une démolition aura lieu après le 26 juin. Face à cette situation, la société civile SIF demande la suspension d'une telle décision. Les détails avec Radramanazatouf sur les images de Braz de Nilsson. Une première démolition s'est tenue le 25 avril à Ambourpouts, Fuktansaraasen, commune à Buimangakeli. Des bruits ont couru qu'une seconde démolition aura lieu après le 26 juin. Sur cette surface dénommée Manakasna 3 sont érigées des maisons d'habitation, outre les rizières et les tombes. L'endroit est enregistré au nom de 2 personnes différentes, c'est-à-dire qu'il existe 2 titres de propriété pour le même terrain. Face à cette situation, la société civile SIF demande aux autorités compétentes de voir de près la situation avant d'exécuter une quelconque ordre de démolition. Toujours selon les bruits de couloir, ce terrain serait en vente, raison pour laquelle ses habitants sont expropriés. Dans un tout autre sujet, l'Eid al-Adha sera célébrée demain. C'est une grande fête pour les musulmans en commémoration de la foi d'Abraham à son Dieu. Pour Madagascar, la célébration se fera aux 67 hectares. Selon la décision de l'État, cette journée est déclarée chômée et payée. Fin de Sénamirai, Yves Janel. L'Eid al-Adha ou Eid B commémore la foi d'Abraham à son Dieu en acceptant de sacrifier son fils Isaac. Après qu'il a accepté l'ordre de Dieu, Dieu a envoyé au dernier moment un mouton qui servira d'offrande sacrificielle. En souvenir de cette dévotion, les musulmans sacrifient un mouton ce jour. Avant le jour J, les musulmans qui ne sont pas allés en pèlerinage font le ramadan, explique Souali Moussa, un musulman. Le jour de l'Eid B constitue un jour de célébration dans la tradition prophétique musulmane. En effet, dès l'annonce de la vision de la nouvelle lune, les musulmans glorifient la grandeur de Dieu par le takbir. Il est également fortement recommandé de multiplier les dons et les cadeaux ce jour-là. Cette journée est déclarée chômée et payée par l'État à Madagascar.
Éducation à présent, dernière ligne droite pour l'examen du BEPC. Les élèves en classe de 3e sont fin prêts. Les professeurs leur donnent les dernières consignes. Quant aux convocations, la distribution se fera ce vendredi pour cet établissement que nos journalistes ont visité. À moins d'une semaine du premier jour des examens du BEPC, les élèves sont en pleine révision intensive, que ce soit à l'école ou à la maison. À chacun sa manière de réviser. Dire que je suis prête, je commence déjà à faire des révisions pour les leçons et je cherche les mots-clés et je demande s'il y a des choses que je ne comprends pas et je répète les exercices qu'on fait à l'école. Cette semaine est également l'occasion pour chaque professeur de donner les dernières consignes aux élèves. Pour la préparation du BEPC qui aura lieu la semaine du 3, le programme scolaire a été achevé vers la fin du mois de mai. Le mois de juin a été consacré juste pour les révisions générales. Donc pour cette dernière ligne droite de cette semaine, tous les professeurs essaient d'être présents pour les élèves. À la fois aussi, on oblige les élèves à venir en classe pour recevoir les dernières directives que les professeurs veulent partager pour qu'ils soient prêts pour les examens. De la convocation, on le partagera ce vendredi, vu que l'État malagasy est en train de dispatcher ces convocations pour les zones ZAP correspondantes. Toujours selon les explications, les convocations seront distribuées ce vendredi. À noter que le BEPC se tiendra du lundi 3 juillet au jeudi 7 juillet 2023. À l'international, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu dans 2 secteurs du front où l'armée ukrainienne mène sa contre-offensive dans l'est de l'Ukraine. Son état-major annonce des progrès modestes dans la région de Zaporizhia, région cruciale où se trouve la plus grande centrale nucléaire du continent européen. Les Ukrainiens affirment depuis des mois que les Russes ont miné le site. Reportage de France 24. Le maire d'Energodar a beaucoup à gérer. Une ville sous occupation russe, des administrés en exil et une centrale nucléaire comme une épée de Damoclès. Elle est la priorité du renseignement ukrainien qui estime que Moscou est prêt à y déclencher un accident pour figer le front. La situation est tendue sur le site. Jusqu'à quel point les occupants donneront la possibilité aux employés d'assurer la sécurité du lieu? Car les soldats y vivent, y dorment et ont une base militaire avec des munitions sur place. Personne ne sait quels ordres ils vont recevoir et quelles en seront les conséquences. On ne peut qu'espérer que ça aille. Ce qui l'inquiète avant tout, c'est le sort des employés ukrainiens qui ont gardé leur poste. La pression sur eux est forte. Les appels qu'on reçoit de la zone occupée nous disent tous que la pression s'accroît. Une partie des employés va travailler, environ 2500 personnes. La majorité d'entre eux doivent désormais signer des contrats sous la pression avec Rosatom, l'entreprise russe. Une partie n'a pas voulu signer de contrat, mais les occupants n'ont pas d'autre choix que de les laisser travailler, car ils ne peuvent pas les remplacer. Il a organisé ce centre pour que les exilés d'Energodar puissent trouver de l'aide. Ici, la plupart des hommes sont d'anciens techniciens de la centrale. Moi, je travaillais comme chef d'équipe département des turbines. Je me sens assez anxieux parce que je sais comment ces équipements fonctionnent et qu'une interférence peut déboucher sur de graves problèmes. Personne ne peut faire de prévision. Comment ne pas s'inquiéter? Je m'inquiète parce que c'est ma ville. Il y a déjà assez de problèmes comme ça. Mais je fais confiance aux employés. Je connais beaucoup d'entre eux. Ils se battront car ils vivent là. Mais avec ces dingues qui tiennent le site, pardonnez l'expression, tout est possible. La destruction du barrage de Nova-Karovka ne les rassure pas. Pour eux, c'est inimaginable, mais c'est ainsi. Leur centrale est devenue une arme dans l'arsenal russe en Ukraine.
Et puis l'ancien président américain Donald Trump, inculpé pour sa gestion présumée négligente de secrets d'État après son départ de la Maison-Blanche, évoque des plans classifiés pour attaquer l'Iran qu'il aurait gardé chez lui dans une conversation enregistrée publiée le 26 juin au soir par CNN. France 24. L'enregistrement audio obtenu par nos confrères de CNN dure 2 minutes, pas une seconde de plus. La conversation date de juillet 2021, 6 mois après le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche. L'ancien président, accompagné d'une conseillère, reçoit alors des journalistes dans l'une de ses propriétés du New Jersey. Il se défend d'avoir voulu attaquer l'Iran et, pour le prouver, montre à ses invités un document qui, selon ses propres dires, serait hautement confidentiel et ne devrait donc en aucun cas être divulgué ou se trouver en sa possession. This was done by the military, given to me. I think we can probably, right? I don't know, we'll have to see. Yeah, we'll have to try to Declassify. figure out a See, as president, I could have declassified Yeah. it. Now I can't, you know, but this is Yeah, classified. now we have a problem. Isn't that interesting? Yeah. It's so cool. Donald Trump est accusé d'avoir mis la sécurité des États-Unis en péril en conservant chez lui des documents confidentiels, notamment des plans militaires. Inculpé, le milliardaire a plaidé non coupable des 37 chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Pourtant, dans l'enregistrement audio qui vient d'être révélé, il se vante d'avoir toute une pile de documents. S'il était reconnu coupable, l'ancien président pourrait alors être condamné à de la prison ferme. En attendant son procès, Trump continue de parcourir le pays pour faire campagne, avec l'espoir de retourner à la Maison-Blanche après la prochaine élection. Et pour finir, en Sierra Leone, le siège du parti d'opposition APC a été la cible d'une violente attaque des forces de l'ordre. La police dit avoir utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser une manifestation. Mais sur place, le bâtiment criblé de balles et recouvert de sang suggère des tirs à balles réelles. Une personne aurait été tuée. France 24. Les murs du siège de l'APC, le parti d'opposition sierra-léonais, sont criblés de balles, le sol recouvert de sang. Quelques heures après l'attaque, des opposants encore sous le choc démentent avoir provoqué les forces de l'ordre. On était là pour une conférence de presse et d'un coup on a entendu des tirs. Tout le bâtiment a été encerclé par la police et par l'armée. Sur ces photos publiées par la maire de Freetown, également membre de l'APC, une vingtaine de personnes sont allongées au sol pour se protéger des coups de feu. C'était terrifiant. On aurait dit un film d'horreur. Un peu comme le jugement dernier. On a cru que c'était la fin. Selon la police, des membres de l'APC auraient frauduleusement annoncé la victoire de leur candidat Samura Kamara à l'élection présidentielle. Les forces de sécurité auraient alors tiré des bombes lacrymogènes pour les disperser. Mais sur les murs du siège, des impacts de balles clairement visibles semblent contredire la version officielle. L'élection s'était pourtant déroulée dans le calme. Dimanche, le président de la commission électorale s'était même félicité de la bonne tenue du scrutin. C'est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure journée de vote qu'ait connue le pays ces dernières années. Si les observateurs étrangers décrivent également une élection relativement pacifique, la mission de l'Union européenne s'est dite préoccupée par un manque de transparence lors du dépouillement des votes. Point final à cette édition. Mesdames et messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.